Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, l'État poursuit ses investissements dans le handball. Le vice-président de la République dans la région pour le lancement de plusieurs chantiers. Tiemoko Meliekone a lancé les travaux de bitumage de la voie Niakara-Tortia, une réalisation très attendue des populations, comme ces 10 km de route désormais en réhabilitation à Tafiré. Le renouvellement du parc automobile se poursuit. Les entreprises du secteur s'engagent. Des minibus pour les transporteurs des communes d'Abobo et de Yopougon. Le ministre des Transports Amadou Kone en a remis 40 à des entreprises dans ce secteur d'activité. Cette acquisition permet de transporter plus aisément et en toute sécurité les populations. C'est une pathologie qui fait parler d'elle depuis quelques années chez les enfants. Ce soir, focus sur l'insuffisance rénale infantile. 10 nouveaux cas sont enregistrés tous les trimestres dans les 3 CHU d'Abidjan. Leur cursus scolaire mis en cause et vous allez le voir, des parents affectés par la situation. Le dossier Vélici à suivre. Et puis à suivre également dans ce journal en Centrafrique, la coalition des patriotes pour le changement revendique une série d'attaques. La CPC dit avoir mené au moins 4 attaques dans l'ouest près du Cameroun et dans le nord-est près du Tchad, des assauts contre les forces armées centrafricaines et les Russes de Wagner. 24 heures après Dabakala et Niakara, le vice-président de la République s'est rendu ce vendredi à Tafiré. Tiemoko Meliekone y a procédé au lancement des travaux de réhabilitation et des bitumage de 10 km de voirie. Le reportage de Jérôme Kofi Aboulin. Il se retrouve ce vendredi à Tafiré, dans le handball, sa terre natale. Le vice-président de la République, Tiemoko Meliekone, est venu pour le lancement officiel des travaux de réhabilitation et de bitumage de voirie dans la dite ville. Pour les populations de Tafiré, c'est le retour de l'enfant prodige. Monsieur le vice-président de la République, à l'occasion de votre visite familiale, ici même à Tafiré le 21 mai 2022, nous vous faisions cas de notre joie après que le chef de l'État vous ait désigné vice-président de la République. Notre joie était immense en ce moment-là. Les populations ont chanté, elles ont dansé, espérant qu'avec vous, la ville de Tafiré puisse bénéficier de programmes et de projets publics. Nous n'avons pas eu tort d'avoir espéré. Pour preuve, cet important chantier qui est lancé à partir de ce matin. Cette cérémonie, à nos yeux, revêt une importance capitale. Au nom donc des populations des sous-préfectures de Badika, de Niendjeka, de Tafiré, je souhaite la cordiale bienvenue en disant Batamana, Excellence, Monsieur le vice-président de la République et à toutes les personnalités qui l'accompagnent. Ces populations se félicitent de ce que l'un des leurs ait mérité la confiance de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République et chef de l'État de Côte d'Ivoire, au point qu'il en ait fait son premier collaborateur et la deuxième personnalité de l'État. Ce sont 10 km de voirie que l'on doit réhabiliter et bitumer. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier s'en félicite quant aux nombreux bénéfices que cela peut engendrer, comme par exemple la création d'emplois. La ville regorge d'énormes potentialités en termes d'aptitudes culturelles, avec les cultures de rente, les cultures de subsistance, entre autres le riz, le sorgho, le maïs, l'arachide et en appoint les produits de cueillette. Ces atouts ont fait de Tafiré une plateforme régionale qui draine du monde quasiment tous les jours de la semaine, mais bien plus les samedis et les dimanches pour le commerce. Aujourd'hui, l'état de la voirie urbaine est tel qu'elle ne permet pas d'assurer la mobilité des biens et des personnes dans des conditions satisfaisantes. C'est au regard de toutes ces entraves au développement de cette importante circonscription qu'il est apparu nécessaire de procéder à la réhabilitation de la voirie actuelle et au bitumage de voiries complémentaires. Par ailleurs, il me plaît de signaler que la réalisation de ce projet va générer de l'emploi pour la jeunesse de Tafiré, conformément à la volonté du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, qui a proclamé cette année de la jeunesse. Présent aussi à Tafiré,
le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Une présence qui a rapport avec la mise en chantier sur place d'un certain nombre de projets sanitaires, notamment la réalisation d'un centre hospitalier régional. Les travaux de rénovation visent à terme, d'ici décembre 2023, à doter le centre de santé urbain qui deviendra l'hôpital général de Taféré, de nouveaux services, notamment une maternité, une unité néonatologie équipée de 2 blocs et d'un service de réanimation, des services d'urgence, d'une pédiatrie, d'un service antituberculeux, d'un laboratoire, d'une radiologie et d'un service ORL. Pour le vice-président de la République, la joie d'être parmi les siens par cette même occasion est sans limite. Merci à vous de vous être déplacés, si nombreux aujourd'hui encore, pour être les témoins privilégiés de cette cérémonie. Vous témoignez ainsi votre attachement et votre adhésion à la politique de développement inclusif prônée par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Hier, nous étions à Dabakala et à Niakara pour procéder au lancement des travaux de bitumage des routes Dabakala Satama Sokoro et Niakara Tortilla. Aujourd'hui, c'est au tour de la ville de Tafiré d'accueillir le train du développement piloté par le président de la République. Il a ainsi plu au grand bâtisseur, son Excellence Alassane Ouattara, d'accorder à la ville de Tafiré des travaux d'aménagement, le bitumage des rues, ainsi que la réhabilitation et le renforcement de son centre de santé. L'acte symbolique de lancement à valeur de témoignage de cette nouvelle action majeure de recherche du bien-être de toutes les populations de Côte d'Ivoire, y compris les populations de Tafiré. Les travaux de réhabilitation et de bitumage de voirie à Tafiré s'élèvent à environ 7 milliards 500 millions de francs CFA. L'exécution de ces travaux va durer 12 mois. Après Tafiré, la voie Dabakala Satama Sokoro hier. Seul tronçon Niakara Tortilla qui sera bitumé. Le vice-président de la République a lancé les travaux de bitumage de cette route, des réalisations que la population attendait. Tiemoko Meliakone rassure, le pays est engagé dans la poursuite de ces grands projets de développement. Le reportage de Charles Tatou. Depuis des années, les populations des localités de Niakara-Madougou, chef-lieu du département du même nom, et Tortilla nourrissaient le rêve de voir un jour l'axe reliant leurs deux villes revêtues de bitume. Ce rêve devient maintenant une réalité. En visite de travail dans la région du Hambol, accompagné du Premier ministre Patrick Hachi et 2 membres du gouvernement, les ministres Moussa Sanogo du budget et du portefeuille de l'État et Amédée Kofi Kwaku de l'équipement et de l'entretien routier. Le vice-président de la République, Tiemoko Meliakone, s'est rendu à Niakara-Madougou après Dabakala. Il y est arrivé pour le lancement des travaux de bitumage du dit axe, accueillis dans une ferveur par les cadres et les forces vives de la localité. Occasion pour le maire de la commune et le député de Niakara de réaffirmer la joie des populations. Population de Niakara, disons infiniment merci au miséricordieux pour les grâces qu'il répand sur la commune de Niakara ainsi que le département. Au-delà du désenclavement de la sous-préfecture de Tortilla, elle contribuera fortement au développement économique et social de nos populations. Le ministre Amédée Kofi Kwaku est revenu sur la description des travaux. Cette route sera à terme prolongée jusqu'à Dikodougou, créant ainsi une liaison directe entre le peuple Tabana et le grand peuple Sénoufo dans un cadre d'intégration régionale. C'est-à-dire à quel point l'impact de ce projet sur les activités socio-culturelles et économiques de la région sera considérable pour les 2 localités.
Pour le vice-président de la République, Tiemoko Meïle Kone, sa visite dans la localité s'inscrit dans le cadre de la concrétisation de la promesse du chef de l'État Alassane Ouattara. Promesse faite lors de sa visite d'État dans la localité. La route rapproche, la route unit, la route fait des frères et des sœurs. La réalisation simultanée de tous ces projets repartis sur l'étendue du territoire national est la preuve tangible que le pays avance inexorablement vers le développement sous la haute autorité du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Longue de 53 km, la voie Niakara-Madougou-Tortilla va engloutir plus de 48 milliards de francs CFA en termes de travaux de bitumage. Et le gouvernement veut aussi accélérer l'adressage des rues. Le projet va être bouclé dans 12 mois. Le ministre de la Construction a signé une convention cadre de partage des données avec la Poste, le BNET, l'INS et le ministre en charge du budget. Cet accord a créé un panier d'informations coordonnées, fiables et facilité les interventions de l'État. C'est ce que nous dit l'enseignant Bakayoko. À travers ce projet, il s'agit de donner des adresses à l'ensemble des rues, des habitations et des sièges professionnels installés dans les 13 communes du district d'Abidjan. Cette convention cadre de partage de données crée une base unique pour les administrations postales, fiscales, statistiques, celles en charge des études techniques et surtout de l'urbanisme et vise à faciliter les déplacements. Ce nouveau projet d'adressage tranche avec les opérations menées précédemment en Côte d'Ivoire, voire même dans la sous-région. Le gouvernement ivoirien affiche clairement son ambition et sa volonté de mettre l'adressage au service de la modernisation de notre administration et au service du développement économique de notre pays, comme nous le rappelions tout à l'heure. Dans les aspects des dénominations, il a été pris en compte l'histoire de la Côte d'Ivoire, sa géographie, sa faune, sa flore, ses réalités culturelles et sportives. Plusieurs grandes personnalités qui ont fait l'histoire du pays seront également immortalisées. Outre les facilités à se déplacer dans la ville, l'adressage devrait aussi optimiser la mobilisation des recettes fiscales. En 2018, sur 12 000 voies répertoriées, seulement 513 avaient une identité officielle, soit 4%. D'où le projet d'adressage du district d'Abidjan. Grâce à cette importante réforme engagée par le ministre Bruno Nabagné-Koné, l'adressage sort la mégapole économique abidjanaise des identifications rudimentaires. Un autre projet du gouvernement mis en œuvre, le renouvellement du parc automobile. Les acteurs adhèrent à cette politique. Le ministre des Transports, Amadou Koné, a remis 40 minibus flambant neufs aux transporteurs des communes de Yopougon et d'Abobo. Ces véhicules estampillés l'Abidjanaise sont made in Côte d'Ivoire par la Sotra. Les populations de Yopougon et d'Abobo pourront se déplacer dans de bien meilleures conditions. C'est Forazegui. 40 minibus neufs à usage Baka, remis aux entreprises de transport urbain basées dans les communes de Yopougon et Abobo. Estampillés l'Abidjanais, ces véhicules montés de toutes pièces par Sotra Industrie, une filiale de la Société des transports abidjanais. Notre engagement demeure le même en termes de production. Et je suis très heureux de vous annoncer que la production de ces véhicules recevra un coup d'accélérateur à partir de fin février 2023. Une action qui vient répondre aux attentes des professionnels du secteur. À travers donc ce projet pilote, l'État de Côte d'Ivoire est décidé de renforcer les capacités matérielles des opérateurs de ces deux communes et l'appel que nous lançons aujourd'hui à l'attention de tous ceux qui vont bénéficier donc, de ces véhicules, de véritablement prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la question du remboursement de la dette soit une priorité donc, pour ces acquéreurs. Tout en remettant les clés de ces véhicules, Amadou Koné, le ministre des Transports, lance les jalons de la professionnalisation et l'industrialisation du secteur des transports en Côte d'Ivoire. Et ce sont des véhicules qui sont mis à la disposition principalement, en tout cas, exclusivement des transporteurs qui existent déjà. Et cela va nous aider non seulement à renouveler le parc automobile, mais à faire en sorte que nous créions l'industrie automobile en Côte d'Ivoire. Occasion pour le ministre d'évoquer la question du permis à points. À la clé, limiter les accidents,
dont les victimes sont estimées à 1000 morts en 2022. Et tout ce que nous faisons aussi, c'est pour faire en sorte que nos concitoyens se déplacent dans de très bonnes conditions. Je le dis souvent aux uns aux autres, je suis le ministre des Transporteurs, mais je suis avant tout le ministre des Transportés. Et mon rôle est de faire en sorte qu'ils soient transportés dans de bonnes conditions, qu'ils puissent aller et venir sans mourir sur la route. Cette phase pilote de minibus annonce des perspectives heureuses pour les transporteurs routiers. 500 autres nouveaux véhicules seront mis en circulation dans le district d'Abidjan ainsi qu'à l'intérieur du pays. Décrété année de la jeunesse, 500 taxis seront mis à la disposition des jeunes au cours de cette année 2023. Et comme vous venez de le voir dans ce reportage de Sephora Zegui, au-delà de ces deux communes, l'Abidjan est à la disposition de tous les transporteurs qui sont aussi invités à adhérer à la couverture maladie universelle. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale est en campagne de sensibilisation dans les gares routières. Adama Kamara présente les avantages de la carte CMU. Il a également exhorté à souscrire au régime des travailleurs indépendants de la CNPS. Le reportage de Serge Coléa. Les agents de la Caisse nationale d'assurance maladie et ceux de la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, n'ont pas chômé à la gare routière d'Abobo. Dès l'installation des stands d'enrôlement, les transporteurs affluent. On sent que les gens sont beaucoup plus intéressés parce que l'information est bien passée. On n'a pas besoin de trop parler. On a enrôlé plus de 50 travailleurs indépendants aujourd'hui. L'affluence est telle que nous-mêmes, ça nous supporte. Tout le monde veut se faire enrôler, tout le monde veut se soigner moins cher. Et on avoisine par jour un taux de 100 à 150 personnes qu'on enrôle. L'engouement est palpable. Le contexte favorable pour mener la sensibilisation conduite par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Avoir une assurance maladie et cotiser à la CNPS pour jouir d'une pension de retraite, c'est possible, même quand on est chauffeur de véhicules de transport en commun travaillant à son propre compte. Abobo et ses nombreux transporteurs constituent une étape importante. Les responsables de la gare ont exprimé leur adhésion. Ils se sont engagés à relayer le message. Le ministre Adama Kamara les a exhortés à continuer de s'inscrire dans cette politique sociale du président de la République qui vient pour le bonheur des populations. Abobo n'a pas failli à sa tradition quand il s'agit du message du président de la République. La mobilisation en elle seule suffit pour dire que je suis extrêmement un homme heureux parce que Abobo a entendu le message que le président de la République m'a demandé de leur porter. Et vous avez vu le flot de personnes qui se sont enrôlées à la couverture maladie universelle, le flot de personnes qui se sont enrôlées au régime social des travailleurs indépendants. Nous irons porter la parole du président de la République pour que les populations pour lesquelles il a conçu la couverture maladie universelle, le régime social des travailleurs indépendants, ils se l'approprient. Cette campagne s'inscrit dans le cadre de la ronde du social. Maître Adama Kamara sillonne les gares routières pour présenter les produits de la politique sociale du président de la République, notamment la couverture maladie universelle et le régime social des travailleurs indépendants. Alors dans la capitale politique, la deuxième conférence annuelle des services extérieurs du ministère des Ressources animales et halieutiques tenue à Yamoussoukro, les directions régionales et départementales étaient réunies. Cette rencontre a permis de faire le bilan de l'année 2022 et envisager les perspectives 2023. Le ministre Sidi Timoko Touré met l'accent sur la politique nationale de développement de l'élevage, la pêche et l'aquaculture en Soro Corona. Les 33 directeurs régionaux et 77 directeurs départementaux autour du ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré. Nous sommes à la deuxième conférence annuelle des services extérieurs du ministère. Les résultats de la PONADEPA, politique nationale de développement de l'élevage, la pêche et l'aquaculture pour l'année 2022, sont satisfaisants. Pour 2023, la PONADEPA est réformée pour mettre en œuvre 29 projets, tous inscrivant la jeunesse comme priorité. La PONADEPA 2023-2026 mettra un accent particulier sur la bonne gouvernance, notamment la modernisation et le renforcement du cadre institutionnel et réglementaire. Cette politique permettra de lever toutes les entraves qui handicapent le développement durable en impliquant davantage le secteur privé. Il s'agira d'exploiter dans le cadre des partenariats PPP tout le potentiel en termes de création de richesses et d'emplois, emploi pour les jeunes. L'année 2023 a été déclarée année de la jeunesse par le gouvernement. Cette décision
place les intérêts de notre jeunesse au centre des missions du gouvernement tout au long de cette année. La bonne exécution de la PONADEPA passe par un renforcement des capacités du personnel. Le ministre équipe donc ses collaborateurs de 15 véhicules de type 4x4, 239 motos et 21 ordinateurs complets. Ce soir, on s'arrête un instant sur l'insuffisance rénale, une maladie caractérisée par l'incapacité des reins à éliminer les déchets et à équilibrer les liquides de l'organisme. Cette pathologie fait parler d'elle depuis quelques années chez les enfants. En moyenne, 10 nouveaux cas d'insuffisance rénale infantile enregistrés tous les trimestres dans les 3 CHU d'Abidjan. Ces tout petits voient leur cursus scolaire affecté. Ils doivent régulièrement fréquenter les centres de prise en charge. L'accessibilité des soins est aussi notre paire de manches. Comment vivre ces enfants avec cette maladie, que fait l'État pour la prise en charge? Insuffisance rénale infantile entre doute et espoir, c'est le dossier Vidicide ce soir avec Khalid Diomandé, Jamak Djadji. À peine 17 ans, Barreau est atteint d'une insuffisance rénale chronique. Ses reins, censés éliminer les déchets de son organisme, ne fonctionne plus. L'adolescent résiste à cette maladie depuis 4 ans. La seule alternative qui s'offre à lui, c'est la dialyse. C'est le rein artificiel. Comme l'enfant, son rein ne fonctionne plus, donc c'est le rein qui permet d'épurer son sang, à nettoyer le sang. Il faut en moyenne 3 séances par semaine pour maintenir son équilibre vital. Une routine qui a complètement chamboulé le quotidien de Barreau. Mais fatigué, je ne peux plus aller à l'école. Ici, tout à la maison. Ma vie est un peu gâchée, quoi. Souffrance physique, mentale et psychologique, des épreuves que le jeune homme traverse avec optimisme. C'est Dieu qui a voulu que ça soit sur mon dos, il a assumé. Un jour, ça va aller. Parce que moi, mon rêve, c'était de devenir un footballeur. Barreau n'est pas le seul à vivre ce calvaire. Les pieds et le visage enflés, cette fillette est rongée à petit feu par la pathologie depuis quelques semaines. Toujours, elle dit son ventre la fait mal, sa tête la fait mal. Parce qu'on nous a envoyé au CHU de très vite. On a parti faire 25 jours là-bas. Donc c'est ça qui a montré qu'elle a séminaire là. Désormais, sa mère et elle devront effectuer le déplacement 3 fois par semaine depuis Azaguié à plus de 38 km d'Abidjan pour se rendre ici, au centre de néphrologie pédiatrie du CHU de Yopougon, l'unique centre du pays spécialisé dans la prise en charge de l'insuffisance rénale infantile. Et pour bénéficier de la dialyse, sa mère veuve doit débourser la somme de 80 000 francs CFA par séance, soit 240 000 francs CFA par semaine. J'ai attendu ça même, ça m'a découragé, ça m'a plu beaucoup de choses. Quand il y a quelqu'un pour t'aider, c'est bon. Mais si tu n'as pas quelqu'un pour t'aider, c'est pas facile. Tu peux pas. Aujourd'hui, Rachel ne garde plus qu'un triste souvenir de sa fille décédée des suites de l'insuffisance rénale. C'est avec beaucoup de nostalgie qu'elle nous raconte les derniers moments passés à son chevet. Elle se tord de douleur, elle commence à s'enfler. J'ai dit, maman, je vais mourir. Mon rein me fait mal. Dialyse aussi, ça ne s'arrête pas là. Tu as fait là, chaque mois, tu as venu faire. Où il y a avoir l'argent, ce n'est pas maladie des pauvres. Il a fait comment? Toutes mes économies sont rentrées dedans, tout mon argent. À travers son expérience, Rachel espère toucher la sensibilité des autorités gouvernementales. Mais quelles sont les causes de cette pathologie qui fait autant de victimes? Pour éclairer notre lanterne, nous nous référons à Dr Diarasouba, directeur du centre de néphrologie pédiatrie du CHU de Yopougon. L'insuffisance rénale, il y a 2 composantes. Il y a l'insuffisance rénale aiguë et l'insuffisance rénale chronique. L'insuffisance rénale aiguë, les causes dans notre contexte de travail, c'est le paludisme maltraité. Ce sont les angines qui sont maltraitées, qui secondairement vont se compliquer d'insuffisance rénale. Et puis, on va dire l'automédication. Alors, l'insuffisance rénale chronique, c'est depuis la naissance que dans la conception, il y a une anomalie au niveau du rein de l'enfant et des voies urinaires. Ça peut être aussi l'insuffisance rénale aiguë qui a été maltraitée. C'est possible de guérir de l'insuffisance rénale aiguë, mais pénible, voire même impossible,
quand il s'agit de l'insuffisance rénale chronique. Quand on est dans insuffisance rénale chronique, qu'on est en dialyse, on est dialysé à vie. Mais ce n'est pas tout. Il y a des médicaments qu'il faut ajouter pour que cette dialyse-là soit de qualité. Il faut traiter l'anémie, il faut donner des médicaments pour que l'enfant n'ait pas de problème au niveau des os, pour qu'il puisse bien croître. Tout est à la charge des parents et c'est les ONG qui permettent à ces parents-là de continuer. Sinon, beaucoup de parents nous abandonnent. L'ONG SAF Côte d'Ivoire est l'une des organisations qui milite pour la cause de l'insuffisance rénale infantile. Chaque année, elle initie un dîner gala de bienfaisance. Des fonds y sont mobilisés et mis à profit pour prendre en charge la dialyse de certains enfants. Quand c'est vite pris en charge, l'enfant peut guérir. La preuve en est que l'ONG a accompagné une petite qui aujourd'hui s'est présentée devant vous. Donc nous voulons à notre manière inciter la population à tendre la main à ces enfants-là. Parce que vite, on les prend en charge, on peut rattraper les choses. Donc c'est de vraiment appeler les personnes de bonne volonté à nous accompagner, à donner le sourire à ces enfants qui ont aussi besoin de vivre, qui ont aussi besoin d'aller à l'école, qui ont aussi besoin de s'épanouir comme les autres enfants. Dans les hôpitaux publics en Côte d'Ivoire, la dialyse coûte 1 750 francs CFA la séance pour les adultes contre 80 000 francs CFA pour les enfants. Une problématique que le ministre de tutelle entend adresser incessamment. Je pense que ces questions-là seront traitées pour intégrer dans le système de façon globale, donc les enfants comme les personnes adultes, et bénéficier donc des subventions que l'État apporte pour cette pathologie. À ce jour, il est difficile de dénombrer le nombre d'enfants souffrant d'insuffisance rénale en Côte d'Ivoire. Néanmoins, l'on enregistre en moyenne, selon les spécialistes, 10 nouveaux cas par trimestre sur l'ensemble des 3 CHU d'Abidjan. Un taux d'abandon de 90% pour faute de moyens financiers est notamment constaté. En attendant la mise en place d'une subvention, ces enfants et leurs familles continuent de porter leur fardeau avec pour seule arme leur foi. Insuffisance rénale infantile entre doute et espoir, c'était le dossier Vidici de ce soir. Et puis vous l'avez certainement appris, une pinasse a coulé ce matin au plateau. Il y a eu plus de peur que de mal. Les passagers ont pu être secourus. On le voit dans ce reportage de Wilfried Croix et Jean-Marc Diadji. Il est 6h40 quand la panique se fait sentir à la gare lagunaire de la commune du Plateau. Une pinasse provenant de l'Ocroduro en partance pour le Plateau vient de faire naufrage à 50 mètres du quai fruitier. Cette embarcation à fond plat, utilisée généralement pour la pêche, sert de transport en commun sur la lagune ébriée. Environ 70 jeunes présents sur les lieux sont mobilisés afin de secourir les 60 passagers sinistrés. Quelques minutes après, un bateau de la société de transport abidjanais Sotra vient prêter main forte aux sauveteurs bénévoles. Le chavirement de cette pinasse aurait été causé par l'emprunt d'une route lagunaire inhabituelle, obstruée par des barres de fer, selon des témoins. Les forces de l'ordre ont été alertées. Les dispositions sont en cours afin d'élucider les circonstances réelles de l'accident. Aucune perte en vies humaines enregistrée. Le pire a été évité. Voilà qui s'est finalement bien déroulé. La plateforme Eranov signe un partenariat avec une banque pour l'insertion des jeunes. 1100 seront formés au sein d'une académie. Ce programme est soutenu par le ministère de l'Enseignement technique. Ces jeunes seront formés dans plusieurs secteurs d'activité. On retrouve Jean-Marc Diadji. C'est officiel, le projet Eranov Academy est en marche. Il est entériné à travers la signature d'une convention entre le groupe Eranov et l'initiative de la coopération allemande Facilité Investissement pour Emploi, IFE. Une pénurie de main-d'œuvre freine le développement des infrastructures dans le secteur de l'eau et de l'électricité selon des experts. Ce projet vise donc à renforcer les capacités de formation et d'accueil du Centre des métiers de l'électricité de Bingéville et du Centre des métiers de l'eau. Il cible 1100 jeunes, dont 330 apprenantes. Nous avons 2 centres historiques, le Centre des métiers de l'eau et le Centre des métiers de l'électricité, qui régulièrement publient des annonces pour des formations. Donc c'est dans la continuité de ce qui existe depuis plusieurs années que les annonces pour les formations seront mises en place avec des processus de sélection et bien entendu les plus méritants pourront faire ces formations. Eranov Academy est financé au total à hauteur de 13,5 milliards de francs CFA. 25% du montant total du projet est subventionné par IFE. Sa contribution est de 3,4 milliards de francs CFA.
Dans les secteurs de l'eau et de l'électricité et de l'environnement, les besoins sont colossaux. On connaît une croissance très forte. On a besoin de plombiers, d'artisans d'électricité, mais aussi des techniciens pour accompagner le processus industriel. Et si on n'a pas cette ressource humaine, eh bien, on ne pourra pas satisfaire cette croissance. Ce projet, une opportunité d'insertion professionnelle pour tous les jeunes de Côte d'Ivoire, selon le ministre Kofi Nguessan. Je suis venu ce matin aussi pour apporter le soutien du gouvernement à cette initiative qui vise à former de nombreux jeunes. Et cela rentre parfaitement en droite ligne avec l'année de la jeunesse décrétée par son excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. Au total, 14 000 jeunes sont concernés par le projet Eranov Academy sur une durée de 3 ans. Dans l'actualité politique, allons dans le département de Soubré. Les populations des Grands Atries ont reçu des délégués du RHDP. Des habitants de 36 villages de la localité ont annoncé leur adhésion au parti. Ils ont salué toutes les actions de développement dans la région de l'Anawa. Jean-Marc Tadji. La mobilisation pour le RHDP est en marche dans le département de Soubré et dans la région de l'Anawa. C'est dans le village de Parsou, à 8 km de Grands Atries, commune, que les délégués du parti ont posé leurs valises. Après échange, les chefs des 36 villages de la sous-préfecture de Grands Atries décident de rejoindre le parti présidentiel. M. Alassane Ouattara est là pour nous. Voilà des grands poteaux que vous voyez dans Paksou. Plus que 100 poteaux. Dans une semaine, 2 semaines, un mois, ils auront de la lumière. On est tous maintenant en ville. Ce sont au total plus de 4000 personnes qui ont rendu hommage au chef de l'État pour ses actions dans la région de l'Anawa. Au vu de ces résultats, le maire de Grands Atries et les cadres régionaux du RHDP se disent satisfaits. Nous allons faire ce compte rendu, mais à l'heure rigoureux et clair au président de la République, au président du directoire, M. Kafana Kone, au secrétaire exécutif, Cissé Pakongo, et bien sûr à commencer par notre mentor, le leader de la région, le ministre Alain Richard Danvaï. C'est une fierté pour moi. 36 campements virés au RHDP, parlés de la région, de la zone forestière ou le bastion de PDCI. Vraiment, monsieur le maire, vous avez travaillé. Après les villages de Joseph Cro et Parsou, dans la localité de Grands Atries, cette tournée de mobilisation s'étendra dans les sous-préfectures d'Okroyo, Lilio et Miagui. C'est l'innovation au Front populaire ivoirien. Le FPI a lancé un site internet fpirenouveau.net. Cette plateforme a plusieurs rubriques, notamment l'adhésion en ligne pour les responsables du parti. L'objectif est d'accroître la visibilité et rester plus proche des militants. www.fpirenouveau.net. C'est le nouveau site web du Front populaire ivoirien. Dans le but d'élargir son audience face aux défis du numérique, cette plateforme comprend 4 aspects. L'information sur la vie du parti, l'interface de gestion des membres, l'espace d'interaction et l'intégration d'une web TV opérationnelle pour une diffusion continue 24 heures sur 24. En créant ce site web-là, nous visons à communiquer directement avec cette population qui est sur les réseaux sociaux. Et par communiquer, nous entendons présenter notre candidat, le président du Front populaire ivoirien, notre leader, sur lequel le parti va s'appuyer en 2025 pour conquérir le pouvoir d'État. Pour Pascal Afi-Nguessan, président du FPI, la création de ce site web permet au parti d'épouser l'ère du temps. Le numérique gagne du terrain. Nous sommes de plein pied dans la modernisation. Les technologies évoluent. Les aspirations évoluent et il faut s'adapter aussi à l'évolution de l'organisation du fonctionnement du parti. Le site web du Front populaire ivoirien inclut un moteur de recherche interne et l'innovation majeure pour le parti sur cette plateforme est le paiement en ligne pour l'établissement de la carte digitale. En sport, ce sera tout pour les éléphants au championnat d'Afrique des Nations de football. L'Algérie, le pays organisateur, a battu la Côte d'Ivoire 1-0. Ce but sur penalty a scellé le sort des hommes du coach Aïdara Choualiou. Le reportage d'Assène Kouassi, Jean-Sylvain Esso. Les éléphants démarrent bien la partie et obligent les Algériens à évoluer bas. Conséquence, le gardien des Fenech, Guindouz, hors de sa surface, joue de la main et obtient un carton rouge après consultation de la VAR. Malgré l'infériorité numérique, les poulains du sélectionneur Majid Bouguera reviennent dans le match et contraignent également les éléphants à terminer à 10 suite à cette action litigieuse du défenseur Atola Kwasi.
Désormais à 10 contre 10, les deux équipes ne parviennent pas à trouver le chemin des filets. En seconde période, Zoungrana Mohamed est tout proche de permettre à la Côte d'Ivoire d'ouvrir la marque, mais il manque de lucidité dans le dernier geste. Finalement, c'est dans les derniers instants de la partie que le match se débride. Aziz Siaoune se rend coupable d'une faute dans sa surface à la 92e minute. Le pénalty est magnifiquement transformé par Aymen Mayou. Troisième but de la compétition pour l'attaquant de l'USM Alger. Score final 1-0. L'Algérie assure le service minimum et décroche son billet pour les demi-finales. Dans le reste de l'actualité en Centrafrique, la coalition des patriotes pour le changement revendique une série d'attaques. La CPC dit avoir mené au moins 4 attaques dans l'ouest près du Cameroun et dans le nord-est près du Tchad. Des assauts contre les forces armées centrafricaines et les Russes de Wagner. Mais la plus grosse attaque a eu lieu le 21 janvier à Beloko, à 50 km plus au sud. Cette base militaire est aussi un poste douanier stratégique où transitent marchandises et populations avec d'importantes recettes pour l'administration. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit à 23h demain, 20h. Retrouvez Marie-Laure Ngoran. On se quitte avec ce que dit le sage ce soir. C'est pendant que l'argile est humide qu'il est possible de la façonner.